chez X-Campus. X-Campus, c'est un campus universitaire et technologique qui rassemble ici l'enseignement supérieur public, le monde des entreprises et celui des startups pour créer des projets innovants. Et X-Campus propose une conférence ouverte au territoire une fois par mois, vous le savez maintenant, à 18h30, je le rappelle, parce que des fois on a des petits problèmes d'horaire. Et lors de ces conférences, on souhaite mettre en avant à chaque fois un partenaire de notre campus. Ce soir, l'Agrocampus, qui est situé à moins d'1 kilomètre d'ici, le lycée agricole et horticole. C'est Agrocampus qui, chaque semaine, propose à nos résidents des paniers de fruits et de légumes issus de leur propre culture. C'est Agrocampus également qui vient de finir le diagnostic du patrimoine arboré de notre site classé boisé. Et donc ce soir, j'accueille Olivier Fouché, formateur en technique paysagère écologique au sein du CFA d'Agrocampus. Et Olivier, finalement, votre parcours est un peu celui d'un arbre, même si vous n'avez pas, j'ai compris, vous n'êtes pas du genre à prendre racine. Petit, vous vous passionnez de jardin et d'agriculture. Vous obtenez votre premier diplôme d'aménageur paysager, puis après, vous apprenez à grimper aux arbres. Mais vous devenez grimpeur élagueur et commencez à sensibiliser votre entourage aux plantes, comprenant à quel point elles sont mal perçues, maltraitées, mal comprises. C'est à ce moment-là que vous devenez formateur au sein d'Agrocampus et à la cime de vos 40 ans. Vous reprenez le chemin de l'école, à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Vous devenez concepteur paysagiste et vous développez votre activité de conseil. Alors ce soir, Olivier Fouché, vous nous plongez dans le rapport parfois ambigu, sinon rapport de force entre l'homme et les plantes. Et c'est à ce titre que je suis ravie de vous laisser la place. Bon, j'ai plus rien à dire. Bonsoir à tous. En tout cas, je n'ai pas à me présenter, c'est bien. Merci, Clara. Si, un tout petit peu, quand tu disais, Clara, que j'étais grimpeur élagueur et que j'avais besoin de me rendre compte, de jouer ce rôle de médiateur, et en fait, je n'ai pas arrêté. Par contre, je n'ai jamais vraiment été un arbre. On va le voir ce soir, et c'est un peu mon objectif de la soirée, arriver à se rendre compte de ces difficultés qu'on rencontre de nos jours, enfin que je rencontre en tout cas dans mon métier, que j'ai toujours rencontré depuis que j'ai commencé à travailler avec les plantes, il y a bien longtemps déjà. Cette difficulté qu'on a quand on rencontre des personnes qui ne sont pas, je dirais, proches des végétaux et qui n'ont pas cette empathie, sont distants, et on se rend compte que cette distance avec le végétal est porteuse de, je vais dire de problèmes, en tout cas de mauvaises relations. Et j'aimerais ce soir vous sensibiliser au fait que ces relations-là avec les végétaux sont aussi symptomatiques de toutes nos relations en général avec la nature. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'aimerais un petit peu élargir justement ce sujet et voir à quel point ça peut avoir un impact sur nous au quotidien. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Peut-être que vous allez vous rendre compte que pour vous aussi. Donc l'idée ce soir, essentiellement, ça va être de voir qui sont ces végétaux, notre rapport à elles. Surtout, je me suis beaucoup penché sur cette conférence, pour cette conférence, au rapport que nous avions entretenu avec les végétaux. Et c'est là que j'ai découvert vraiment tout des notions que je n'avais pas, historiques, culturelles, artistiques, que je n'avais pas pris en compte auparavant, au cours de notre histoire. Évidemment, je vais rejouer un petit peu les professeurs, j'ai quelques-uns de mes étudiants dans la salle, et je ne raterai pas l'occasion de jouer les Francis Allais ou de jouer les Mancuso, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de nos connaissances des plantes. J'ai regardé encore hier une vidéo de Francis Allais, et il dit une chose très vraie. On a une période formidable, où de nos jours, on ne cesse de trouver de nouvelles informations, de nouvelles connaissances autour des végétaux. Et il faut profiter de ces connaissances pour, je l'espère, participer en tout cas ce soir, changer notre point de vue, mais à tous les points de vue, dans toutes les professions et dans tous les états d'âme, changer notre façon de regarder le monde. J'espère ce soir vous en transmettre une partie. Évidemment, je vous l'ai dit, on est une période fantastique, mais aussi une période charnière, et je voudrais commencer par ça, en fait, cette période charnière. On est bien d'accord que nous ne sommes pas forcément les seuls êtres vivants sur Terre, mais on est tous d'accord pour dire qu'actuellement, parmi les êtres vivants, on est ceux qui en imposent le plus à la planète. Pourtant, étrangement, on est vraiment tout petit. Quand il y a marqué 0,37%, c'est l'ensemble du règne animal. Nous ne présentons que 2% de ces 0,37%. Quand, sur Terre, plus de 82% des plantes représentent l'ensemble de la biomasse mondiale.
Alors, ce rapport aux plantes, il est un peu ambigu. Au quotidien, qui d'entre vous s'arrête spontanément devant une plante et se dit « elle représente 1000 fois plus que moi dans cette planète. Elle est là depuis bien plus longtemps que nous. » Allez, je vais essayer de travailler de tête, mais je vais avoir un peu de mal ce soir, donc il faut que je vais me refaire. Oui, voilà, il faut que je me mette les chiffres en tête. 470 millions d'années. Ça fait 470 millions d'années qu'elles sont sur Terre. Quand nous, à peine 2,7 millions d'années. Donc le rapport d'échelle, aussi bien au niveau de temps que de la biomasse mondiale, est très exagéré. Pourtant, on est tous d'accord ici pour dire que le monde tourne avec plutôt, en tout cas nos informations, nos connaissances autour de nous-mêmes. Pour vous montrer à quel point ça tourne autour de nous, prenons un exemple très simple, sans vouloir être alarmiste, on est bien d'accord que dans ces temps actuels, on travaille beaucoup on parle souvent de la biodiversité et de cette chute de biodiversité. Depuis 1750, 571 espèces de plantes ont disparu de la surface de la Terre. 571, ce n'est pas énorme. En tout cas, depuis tout ce temps-là, on pourrait dire que ce n'est pas énorme. Mais c'est 2 fois plus que l'ensemble de ce petit croissant-là. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus de formes de vie végétales qui disparaissent que l'ensemble des animaux, des protistes combinés. Et pourtant, qui d'entre vous dans cette salle peut me citer une plante ayant disparu depuis tout ce temps? Je dois vous avouer une chose, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver moi-même. Dans ma connaissance, on ne m'a jamais parlé de ça. Le rapport aux plantes n'est pas si alarmiste. On va souvent parler d'un tigre de Sibérie ou d'autres choses. Dans notre cas à nous, enfin dans mon cas à moi en tout cas, les plantes ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc l'idée, c'est, en tout cas pour moi, dans mon métier d'élagueur, et depuis maintenant quelques années que je fais de la formation, ça a été justement de sensibiliser à ça, d'arriver à ce que les plantes, non pas ne prennent le premier plan, je n'ai pas cette prétention-là de dire, mais en tout cas changent de rapport avec nous. Et dans ce changement de rapport, ce qui est important de voir, c'est ce changement de rapport dans le temps. Comment a-t-il évolué ? Je vais prendre des courbes un petit peu complexes, qui ne sont pas de moi, qui sont de Pierre Derrioz et Paul Arnoult. Et pour que vous les compreniez, elles sont relativement simples quand on apprend à les regarder. On a cette courbe verte qui représente la végétation, la surface forestière française, depuis moins 13 000 jusqu'à nos jours. Et en gris, en bas, on va avoir la population en France. Densité de population. Ce qui est intéressant de voir dans ce graphique, c'est évidemment les montées et les descentes, mais ce sont les périodes charnières aussi. Et notre rapport qu'on a avec les plantes. Alors là, ce sont les graphiques français, mais j'ai regardé un petit peu les chiffres européens, il faut vous dire que c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est proportionnel. Et quand on sait que, après tout, notre histoire moderne commence relativement tardivement sur cette échelle-là, ce que je vais vous raconter là sur les relations homme-plante est aussi valable pour l'Ouest américain, enfin pour l'Amérique du Nord, est aussi valable en partie pour l'Asie, même s'il y a quelques nuances. Donc pour retracer un peu cette histoire, on peut constater que l'apogée de la végétation dans notre pays, et donc en Europe en général, se situe plutôt aux alentours de moins 7000, à commencer moins 10 000, moins 7000 avant notre ère. Ça correspond là en haut, là cette courbe en haut, correspond à peu près 80% de la superficie de la France occupée par de la forêt. Je ne sais pas si vous imaginez, de nos jours, 80%, c'est le contraire. D'accord ? On est passé de là à là, on a inversé la situation. À l'époque, donc, la France était forestière. Et au moment où elle commence à être vraiment forestière, au même moment, un individu apparaît et invente une chose qui nous est chère maintenant, l'agriculture. L'homme apprend à cultiver. Et on est bien d'accord pour dire de nos jours qu'on ne cultive pas dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe donc ? L'agriculture permet l'essor de l'homme et implique ainsi de suite, en conséquence, la disparition de ces forêts. De plus en plus, on développe l'agriculture, on savait déjà le faire, mais en tout cas en France, on constate une belle chute de la surface forestière. Quelques petites pauses dans ces déforestations. Elles sont malheureusement liées aussi à des pauses dans notre population, des guerres,
des maladies, d'accord, des pestes, etc., ou des grandes migrations de population. Je ne vais pas m'attarder trop sur la descente, ce qui m'intéresse, c'est aussi la partie basse, l'endroit où on est tombé le plus bas en termes de superficie forestière en France. Ça correspond aussi à un apogée pour nous. C'est la Renaissance. Le moment exact où la population française magnifie la capacité de l'homme à gérer la nature. On n'est pas loin de Versailles, on s'en rend bien compte. Moi, en tant que jardinier, j'ai toujours été sensible à ces jardins. Et qu'est-ce qu'étaient ces jardins? C'était un acte politique, économique, scientifique. Un acte qui montrait qu'en tout point, l'homme maîtrisait la nature. J'ai hésité à mettre une image de l'allégorie de la gestion du bon gouvernement de Florence, qui montrait à quel point l'usage de l'agriculture et de la maîtrise du paysage était une preuve de la toute-puissance humaine. Donc on arrive à ce croisement-là. Et ce croisement tire une sonnette d'alarme, ici, sur cet apogée de la Renaissance et de la domination de l'homme sur la nature. Pourquoi je vous parle de cette période-là et que je m'attarde un petit peu dessus? Parce qu'elle correspond aussi à la naissance d'autres courants de pensée, d'autres idées. Je ne suis pas spécialiste de la littérature, mais en me documentant pour cette conférence, j'ai découvert le mouvement du sublime, des auteurs du sublime. J'ai quelques noms, etc., ces auteurs du sublime ont été les précurseurs du romantisme. Et qu'est-ce qu'était le romantisme et le sublime, si ce n'est la magnificence, non pas de cette capacité de l'homme à gérer la nature, à maîtriser la nature, mais le contraire. C'était magnifier la capacité de la nature à être sauvage, à être magnifique parce que justement l'homme n'y est pas. Je parle des artistes, j'aurais pu parler de Rousseau qui s'intéresse à la botanique, de Kant, d'autres penseurs, et ces mouvements-là, même quand je regarde par exemple des peintures de Poussin, je me dis que dans ces peintures-là, ce qui est magnifié, ce n'est pas la nature gérée, c'est des monuments en ruine, des forêts un petit peu sauvages, et l'homme est presque sauvage au milieu de ces forêts, on a une envie de la nature dedans. Pourtant, l'extérieur, la vie commune à cette époque-là, c'était la gestion à part entière. Mais ce mouvement artistique, philosophique, a engendré par la suite des recherches scientifiques qui ont bouleversé notre vision de la nature. Elle a mis du temps. Si je vous parle effectivement de Charles Darwin, vous allez me citer la théorie de l'évolution, et je pourrais vous citer d'autres scientifiques avant qui ont travaillé, par exemple Alexander von Humboldt, qui a travaillé avant Darwin sur les différentes théories de l'évolution et sur la capacité des plantes à avoir une forme d'intelligence. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Là où je veux insister un dernier moment, c'est sur cette relation à l'homme et sur cette courbe qui descend avant de passer à la suite. Si cette courbe descend et si notre relation à la nature était si brutale, si conflictuelle, c'est parce qu'elle était bien ancrée en nous. Et elle est ancrée depuis très longtemps. Alors, évidemment, on a vu le néolithique, je dirais que l'apogée de cette pensée, elle nous vient d'Aristote. Aristote qui s'amusait à classer les différents règnes, les formes de vie sur Terre, en différentes marches, en différents niveaux. Là, cette gravure ne date pas d'Aristote, elle date du Moyen-Âge, mais elle reprend les pensées d'Aristote, et on peut bien voir qu'il y a plusieurs niveaux de règne, plusieurs niveaux de vie, et en fait, ces escaliers, ces différentes marches, ne représentent pas seulement le classement des formes et des énergies de la planète, mais aussi la capacité de ces différentes formes à avoir une âme, une intelligence. Et quand on regarde les végétaux, ici, on se rend compte qu'elles sont plus proches du minéral que de l'homme ou même du ciel, des anges et des dieux. Pourquoi? Parce que pour Platon, la plante avait une âme, certes, il était d'accord pour dire qu'il avait une âme, Diogène y a beaucoup aidé, a insisté, il n'était pas trop d'accord avec au démarrage, mais cette âme-là était une âme minérale. Pour l'ensemble des penseurs de la Grèce antique, les plantes avaient une âme minérale reliée au sol. Elles étaient incapables de bouger, et ça, c'est quelque chose que Francis Allais aime bien reparler, je pense que je vais ne pas résister à l'envie de vous en parler, mais je me retiens pour l'instant. Cette âme minérale, elle les empêche donc de ressembler à une âme que nous portons et à l'âme de Dieu, celle vers laquelle on tend. Et cette pensée-là, elle perdure encore de nos jours. Je connais très peu de personnes qui sont
sensible à la mort d'une plante, qui ne s'imagine mal que c'est un être vivant, sensible, intelligent, qui vient de disparaître sur Terre. On y est bien plus sensible aux animaux, on se sent plus proche d'eux. C'est normal, c'est culturellement ancré chez nous. Mais je vous l'ai dit, je vais revenir un tout petit peu sur ce graphique-là, suite à la Renaissance, la science nous a apporté de nouvelles connaissances par rapport aux plantes. Et la relation qu'on a commencé à entretenir avec elles a changé. Cette relation, j'ai trouvé un graphique qui m'a parlé, je vous redonnerai la référence tout à l'heure, je ne l'ai pas forcément en tête maintenant. Ce graphique est tiré de scientifiques qui ont travaillé sur les liens de parenté entre les plantes et nous, qui vont donc contredire la vision d'Aristote de ces différentes strates, règnes, qui se succèdent de façon très saccadée dans le monde. La vision relativement contemporaine, c'est un graphique un petit peu complexe, on m'a demandé de l'expliquer et je comprends un peu pourquoi. C'est un graphique qui reprend l'historique de la vie sur Terre depuis l'apparition de la planète, et on se rend compte que cette vie sur Terre, au démarrage, elle est relativement floue. Elle suit un labyrinthe un peu complexe et beaucoup d'espèces disparaissent. Les formes de vie sont relativement primitives et on peut juger que les premières formes de vie apparaissent il y a un tout petit peu plus de 4 milliards d'années sur Terre. Elles sont protozoaires, infimes, mais se développent à grande vitesse avec une très grande diversité. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'on va arriver doucement, si je vais jusqu'au bout, à nous, ici, et aux plantes, là. Ce qui est intéressant, là où ce sur quoi les scientifiques se penchent, c'est sur ces 2,5 milliards d'années en ligne verte, là, qui sont en fait, pour reprendre l'idée de Darwin, une ligne commune, un code génétique commun que nous avons donc avec les plantes. Je vous l'ai dit, nous sommes là depuis que 2,5 millions d'années, un tout petit point là-dessus. Ce qui veut dire qu'on a quand même une physiologie, une génétique que nous partageons avec elles. C'est un peu compliqué, on va voir que même au niveau des sens, c'est un peu loin, mais on se rend compte qu'il peut y avoir une filiation. Ce graphique me permet aussi de venir sur une thématique que je vais aborder peut-être un peu tout le long de mon discours, c'est ces petites flèches en pointillés, qui sont un terme un petit peu complexe, l'endosymbiose. Et là, je vais arriver sur une notion, on parlait tout à l'heure en introduction de la relation de l'homme et la nature, et tu disais, Clara, qu'on était dans un conflit, et c'est ce que j'ai toujours ressenti. Et je me suis posé la question dans cette conférence, est-ce qu'on est vraiment encore dans un conflit? Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Est-ce qu'on est systématiquement dans des relations de conflit? Quand j'étais à l'école, on m'a toujours appris que la relation entre les formes du vivant dans la nature, c'est une relation de prédateur à proie, de compétition. Le meilleur gagne. Eh bien, les théories de l'évolution contemporaine tentent à prouver autre chose. Je ne vais pas dire l'inverse, mais une autre forme. Quels sont les grands moments dans la vie de la planète où il y a eu de fortes évolutions, de forts moments de diversité, de possibilités pour le vivant de perdurer au-delà de son espérance de vie et au-delà du temps? Eh bien, ce sont ces moments où deux formes de vie bien distinctes l'une de l'autre arrivent à fusionner entre elles. Et souvent, ces fusions, je vais m'expliquer un petit peu tout à l'heure, sont liées à une relation de parasitisme, oui. Prenons l'exemple de ces 2,4 ou 3 milliards d'années où sur Terre on trouve essentiellement des eucaryotes et des bactéries pourpres, et où les eucaryotes passent leur temps à manger ces bactéries pourpres, qui sont plus petites qu'elles. Les bactéries, elles, sont capables de respirer. Les eucaryotes n'en sont pas capables, mais ils trouvent leur énergie en mangeant les bactéries. Relation de proie et de prédateur, de compétition. Est-ce que ça a un avenir? S'il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus d'eucaryotes, l'inverse est vrai aussi. La seule chose qui les a fait perdurer, c'est qu'un jour, une des bactéries pourpres et un des eucaryotes ont trouvé le moyen de ne former qu'un seul être et a formé une cellule capable de respirer par elle-même. La bactérie pourpre est devenue une mitochondrie. Nous contenons tous des milliards de mitochondries dans nos cellules. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois à cet endroit-là, lorsque les cyanobactéries, seule forme de vie capable sur Terre de transformer le dioxyde de carbone en oxygène et fabriquer du sucre par cette même action, et vous connaissez bien cette action-là, on appelle ça la photosynthèse, quand ces bactéries-là se sont mises à fusionner avec justement d'autres formes de vie. Elles étaient elles aussi en relation de compétition avec ces formes de vie. Mais ce qui les a fait durer, ce qui a permis à la vie de perdurer sur Terre, c'est justement
cette situation d'endosymbiose qui n'était plus un rapport de compétition, mais un rapport de mutualisme entre les formes de vie. Et ces différentes mutations, cohabitations, la capacité des plantes à absorber le dioxyde de carbone, à sortir de l'oxygène, elles le gagnent justement dans une relation de mutualisme. Et cette petite forme de vie, phytoplancton, va pouvoir donner naissance à une grande diversité de vie. Des algues glauques, des plantes, des algues vertes, des algues rouges, et toutes ces formes de vie qui plus tard deviendront aussi nous-mêmes. Je m'arrête un petit peu là sur le mutualisme, on y reviendra tout à l'heure, c'est quelque chose que je voudrais développer. Je voudrais être sûr que, voilà, on s'arrête, on ait bien compris ça pour passer à la suite, parce que cette relation qu'on a au vivant, et particulièrement aux plantes, on l'a vu pas mal évoluer, et elle est encore, je vous l'ai dit en introduction, encore en train de changer, d'un point de vue scientifique, et j'aimerais aussi vous parler d'un point de vue philosophique, d'un point de vue artistique. Mais je vais commencer par la science sur les 100 dernières années et reprendre un petit peu des discours compris des Francis Allais, des Stefano Mancuso ou d'autres personnes pour vous parler un peu plus d'empathie. Quand on regarde une plante, sommes-nous capables, nous, simples êtres humains, de savoir comment elle vit, comment elle perçoit le monde? Parce que tant qu'on n'a pas d'empathie pour une plante, je ne vois pas comment on pourrait les accepter, les comprendre et mieux vivre avec. Et pour ça, il faut savoir comment les plantes perçoivent le monde. J'espère ne rien avoir oublié, je pense que c'est bon. Donc pour changer les perceptions, il faut changer de mode de point de vue. Et pour ça, il faut s'approcher un peu plus près des plantes. Et là, je vais faire un truc que je déteste faire. Je déteste faire de l'anthropomorphisme, comparer l'homme à la plante. Et je le fais sans cesse dans mes cours. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui permet de mieux comprendre ce que vit la plante, c'est se comparer à nous-mêmes. Pourtant, ce qu'il faudrait faire, et ça je ne l'ai pas encore appris, je ne sais pas encore comment le faire, c'est se mettre complètement à la place d'une plante, et j'aimerais qu'à la fin de la séance, on y arrive tous ensemble. Je ne sais pas si ça a marché. Déjà nous, moi, vous, nous avons une centaine d'organes pour composer notre corps. Chaque organe a une fonction particulière. Chaque ablation de cet organe cause une perte de notre santé, voire notre mort. Une chose évidente. Je peux m'arracher les yeux, je ne verrai plus. Si on m'arrache le cœur, je meurs. Une plante, elle, n'a que 3 organes. Encore mieux, chacun de ces organes n'est pas indispensable. On pourrait retirer l'ensemble des feuilles d'une plante, elle serait capable de les régénérer. Couper presque l'entièreté de la plante, de la tige, les racines pourraient régénérer un tronc et de nouvelles tiges. Elle est capable de repartir de partout, on va le voir pourquoi tout à l'heure. Et pourtant, c'est fragile une plante. Et là, je craque, je vous parle de Francis Allais, qui a une anecdote super intéressante, qui dit, voilà, elles partent de très loin. Non seulement elles sont immobiles, mais en plus, elles sont comestibles. Comment partir avec un tel handicap sur la planète et vivre aussi longtemps? Moi, je peux partir quand un prédateur vient me voir. Elle, non. Alors comment est-ce qu'un simple organisme avec 3 organes différents peut survivre aussi longtemps que ça sur la planète? Déjà, je viens de souligner un petit point, c'est que ces organes ont une grande flexibilité. Ils sont capables de mener plusieurs fonctions en même temps. Vous le savez tous, une feuille, ça fait de la photosynthèse, ça respire. C'est aussi capable de ressentir le monde extérieur, je m'allongerai un peu plus dessus tout à l'heure. Une tige, c'est capable non seulement de porter la plante, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est capable aussi de stocker une partie de la mémoire, de stocker une partie des nutriments, des sucres que va fabriquer la plante. Je reviendrai, mais il y a plein de notions à tirer de la tige. Les racines, on s'imagine qu'elles sont juste là pour se nourrir ou maintenir la plante. Elles sont là aussi pour communiquer, pour transmettre des informations, pour garder encore une fois une mémoire et avoir une intelligence, même si ce terme-là est peu parlant à leur niveau, est différente. Ces 3 organes revêtent plusieurs fonctions. Je pense que certains d'entre vous me disent qu'il en manque un d'organe, les fleurs. Eh bien, figurez-vous que les fleurs ne sont que des feuilles améliorées. Elles naissent des mêmes bourgeons, c'est une spécialité génétique, une déformation génétique, et les fleurs sont tout à fait, en fait, d'un point de vue évolutif, apparentées aux feuilles.
Donc en définitive, vous voyez que chaque organe a plusieurs fonctions. Je vais essayer de revenir dessus un peu. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont relativement diversifiés. Pas de cœur chez une plante, pas de poumon. Et pourtant, la sève circule. On voit les flèches qui montent et qui descendent. Comment ça fonctionne? Quels sont ces fonctionnements-là un peu étranges? Elle travaille juste avec des éléments naturels avec lesquels nous vivons tous sans nous en rendre compte. Alors, je ne l'avais pas noté dans mon discours, mais une plante qui fait monter de la sève, figurez-vous qu'un séquoia immense, 118 mètres de haut, a besoin d'alimenter en eau ses dernières branches, ses dernières feuilles. Et il a besoin de faire monter 1 mètre cube d'eau de 4 mètres en 1 heure, tous les jours, jusqu'à 118 mètres de haut. Il n'a pas de cœur, pas de pompe. Pour y arriver, il a besoin des feuilles, parce que ces feuilles transpirent, perdent de l'eau. Et c'est donc un phénomène d'osmose, un phénomène de capillarité simple, qui va faire que la feuille perd de l'eau. Alors elle prend cette eau à la tige, qui prend cette eau au tronc, qui va prendre cette eau à la racine, qui va venir chercher cette eau dans le sol. Une plante n'est qu'une grosse éponge, mais ultra élaborée, capable de faire monter bien plus d'eau que nous en sommes capables de faire transporter notre sang dans notre corps. Et pour ça, elle a juste besoin de constituer sa structure en forme d'éponge, avec des canaux très élaborés évidemment, mais sous forme d'éponge. Mis à part les organes, il y a toutes ces fonctions que la plante va revêtir, tous ses sens. Et ces sens, on pourrait les assimiler aussi aux nôtres. Le mieux pour avoir de l'empathie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir comparer la vie des plantes, leur perception extérieure. Et je voudrais commencer par un sens relativement commun que nous avons tous, c'est la vue. Elle est très développée chez nous, on en a besoin, on se déplace tout le temps, on communique énormément par la vue, par les gestes. On a besoin qu'elle soit très fine chez nous. Est-ce que les plantes ont besoin de percevoir la lumière? Évidemment que oui, puisque les feuilles ont besoin d'être au contact de la lumière. Mais ont-elles vraiment des yeux? Non. Est-ce que percevoir la lumière, c'est une forme de vue? On pourrait dire que oui. Parce qu'elles ont élaboré tout un système relativement complexe pour percevoir cette lumière-là. Comment font-elles? On a été déjà en forêt, vous y avez été, vous avez simplement une plante d'appartement et vous avez constaté que sans cesse, malgré le fait que vous la déplaciez, elle se tournait vers la fenêtre. Elle perçoit donc la lumière pour y aller. Pour ça, elle n'a rien trouvé de mieux que de travailler sur ses bourgeons. Elle n'a pas un œil, elle en a autant que de terminaisons de branches. Chaque petit bourgeon à l'extrémité d'une branche est capable de se ressentir la lumière et de faire diriger la branche vers la lumière. Ce petit bourgeon-là a un nom, on appelle ça un apex. Et cet apex-là, en ce moment même, on est à la super saison pour ça, il est en train de sécréter une hormone qu'on appelle l'auxine. L'auxine, elle va se diffuser dans tout le rameau qui a poussé juste l'année précédente et se diffuser au travers de toutes les cellules. Elle va surtout avoir une action sur les cellules périphériques du parenchyme. Et son action sur les cellules du parenchyme, ça va être de les allonger, de favoriser l'extension cellulaire, non pas la multiplication. Petit détail, comme quoi il y a une certaine forme d'intelligence, cette hormone-là, elle est sensible à la lumière, elle se détériore à la lumière. Ce qui veut donc dire qu'il y a plus d'auxine à l'ombre qu'à la lumière. Résultat, eh bien, les cellules qui sont à l'ombre s'allongent plus que les cellules qui sont à la lumière. Et chacune des tiges de la branche est capable ainsi même de s'orienter, d'aller là-haut. Elle n'a pas d'œil et pourtant elle se dirige. J'ai montré les feuilles tout à l'heure. Elles aussi perçoivent la lumière. Regardez vos plantes d'appartement, je vais prendre cet exemple-là. Elles n'ont pas les feuilles superposées les unes par rapport aux autres, et une feuille a tendance à légèrement se décaler tout le temps. Pourquoi? Parce que la feuille perçoit les rayons infrarouges émis par le reflet de la feuille au-dessus d'elle. Et comme elle perçoit de la lumière rouge plus que d'autres fréquences de lumière, elle sait qu'elle doit ne pas se trouver là. Et elle s'oriente vers les fréquences de lumière à plus large spectre. Elle se décale. Donc non seulement les bourgeons, mais aussi les feuilles sont capables de ressentir la lumière. Alors, elles ne nous voient pas rentrer dans la forêt. On verra qu'elles sont capables de nous ressentir dans la forêt, mais elles ne nous voient pas rentrer. Mais elles sont tout à fait capables de percevoir le monde extérieur par une forme de vue,
qui nous est un peu lointaine quand même. Dans les sens un petit peu lointains, qui nous parlent peu, je pourrais aussi parler du goût. Nous, le goût, c'est le nez, la bouche. Il nous sert à apprécier, et je ne pense pas qu'une plante dans le sol puisse se dire qu'elle a trouvé un restaurant étoilé quand elle tombe sur un nutriment de qualité. Je ne pense pas qu'elle puisse se dire qu'un nitrate est meilleur qu'un autre nitrate, comparé entre eux. Nous, c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous mangeons. Par contre, tout comme les plantes, nous choisissons des nutriments très spécifiques. On sent la mer, l'acide, le sucré, le salé, et on sait ce qui nous plaît plus ou moins. Elle, une plante, je ne pense pas qu'elle ait le choix, en tout cas qu'elle ait un désir particulier. Par contre, elle est capable de distinguer plus d'une centaine de nutriments différents dans le sol. Chaque pointe de racine, chaque radicelle est capable de reconnaître dans le sol, sans cesse pour être précis, éléments chimiques différents. De comprendre la quantité, de calculer la quantité précise qu'il y a autour d'elle de ces éléments chimiques, de les prendre ou de ne pas les prendre suivant les besoins de la plante, suivant son cycle de développement. Donc elle a de la nourriture à disposition, et suivant ses besoins, elle piochera ou pas cette nourriture disponible. C'est ce que nous faisons quand nous faisons le frigo, après tout. Sauf que là, des bouches et des nez, la moyenne générale pour une plante pas plus grande que ça, elle est une plante d'appartement, c'est à peu près 15 à 20 000 petites radicelles. Et pour un arbre forestier, on arrive à plusieurs millions de radicelles dans le sol. Dizaines de millions même. Donc la plante n'a pas une bouche, un nez, mais des dizaines de millions de nez et de bouches qui explorent sans cesse le sol, en permanence. Ça en fait des bouches à nourrir. J'ai pas de photo pour ça, c'est un peu différent. Un sens qui va vous parler un petit peu plus et qui est plus actif, et là, c'est Francis Allais qui en parlait. Lui aussi très bien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, alors je le cite pas mal. C'est l'odorat. Si les plantes là qu'on voit, les arbres, ne se touchent pas, ce n'est pas parce qu'elles se voient et qu'elles s'évitent. C'est parce que chacune de ces plantes émettent des phéromones. Et ce n'est pas pour s'éviter les unes des autres, mais c'est plutôt pour se respecter et avoir le maximum, l'optimum de lumière disponible pour chacun. On appelle ça, en tout cas Francis Allais appelle ça la timidité des arbres. Cette timidité leur permet de s'équilibrer et on a jugé que c'était à peu près entre 50 et 70 cm de préserver pour elles, le temps de bouger, de ne pas trop gêner au niveau de la croissance. Mais les plantes n'émettent pas d'odeur que pour ça. Elles émettent aussi des odeurs pour un tas d'autres choses. Alors j'ai d'autres anecdotes, mais on en a parlé avec mes étudiants ce matin, je pourrais en sortir 2 ou 3 différentes. J'ai pris un ton un petit peu plus lent volontairement ce soir, je ne vais pas toutes les citer. Mais les plantes, entre elles, vont émettre un tas d'odeurs pour s'avertir d'un parasite, d'un ruminant qui va venir pour les brouter. Alors elle n'émet pas une odeur pour elle, mais pour ses congénères. Il a été prouvé que les plantes sont capables de générer entre les parfums, les phéromones et les alcools plus de 104 substances différentes représentant chacune un vocabulaire, une information. Et que ces 104 odeurs permettaient de communiquer entre elles et entre espèces. Que certaines de ces odeurs n'étaient juste liées qu'à l'entrée d'un animal dans un bosquet. Ainsi, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous rentrez dans la forêt, vous sentez une odeur printanière, les arbres sentent votre présence, parce que d'autres les ont avertis. L'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple des gazelles qui broutent les acacias. Mais mes étudiants m'ont conseillé plutôt de parler de ceux des cyprès. Les cyprès d'Espagne, qui prennent feu. Et vous avez peut-être constaté que quelques-uns de ces cyprès ne brûlaient pas. Et même la plupart étaient capables de résister aux feux de forêt. Pourquoi ? Parce que quand un cyprès ressent une chaleur 60 degrés, pour être précis, à proximité de lui, il dégaze. Il est capable de faire expulser de son corps toutes les substances inflammables. Et mieux que ça, lorsqu'il expulse dans l'atmosphère toutes ces substances inflammables, il émet une hormone, une phéromone, qui prévient tous les autres cyprès de faire exactement la même chose. Si le premier brûle, parce que le feu est trop violent, arrive trop rapidement, les suivants sont prévenus avant que le feu arrive.
et la plupart des cyprès résistent au feu. C'est une manière de communiquer. Donc pour les plantes, l'odeur est importante, mais ce ne sont pas les odeurs que nous avons l'habitude, nous, d'utiliser. Donc quand on écrase ou qu'on tape une plante, ou qu'on frappe, qu'on a un impact sur une plante, elle ne va pas crier. On ne l'entendra pas crier. Mais si nous avions une oreille assez fin, aussi fin qu'elle, on la sentirait crier. C'est un peu l'image qu'on pourrait se donner. Donc, je vais y venir. Le toucher, je parlais du contact. Les plantes sont tout à fait capables de ressentir le contact. On le voit au bord des mers, dans les endroits venteux, on voit que les plantes prennent une forme particulière, elles sont inclinées. Et cette inclinaison, vous allez dire, oui, mais le vent les porte, les bouge. Oui, mais cette inclinaison reste même quand il n'y a pas de vent. Elles adaptent leur croissance en fonction de la pression que met le vent. Alors ça vous paraît un peu flou, mais effectivement, les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est un sens, le sens du toucher pour les plantes. Ils appellent ça, il faut que je le lise parce que c'est un mot un peu complexe, la tigmomorphogénèse. C'est l'adaptation, l'héliotropisme aussi, on pourrait l'appeler, mais la tigmomorphogénèse est plus liée au toucher pour les végétaux. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ou vous le connaissez peut-être, le Mimosa pudica, la sensitive, voilà, je cherchais le terme, cette plante dont on touche la feuille et qui rétracte ses feuilles. On ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait, certainement pour protéger ses feuilles d'impact de la pluie, elles sont assez fragiles. Ça la stresse, ça la fatigue même d'ailleurs de faire ça, il ne faudrait pas le faire trop souvent. Mais c'est qu'elle est capable de ressentir le contact. Quand un arbre s'incline de cette manière-là, ce n'est pas pour rigoler. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ça lui demande beaucoup d'énergie que de déployer ses branches dans un sens particulier. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que les plantes poussaient en direction de la lumière, et on est tous d'accord pour dire que la lumière, elle est là-haut, et qu'elles vont pousser plutôt de manière verticale. Et elles sont obligées, pour s'incliner, de générer des tensions, de générer des câbles. Alors on appelle ça le bois de tension, le bois de réaction. Imaginez le nombre d'élastiques tendus à l'intérieur de cette structure de bois pour faire tenir les quelques tonnes de bois qui sont là en déporté. Et la quantité des racines, si on devait les prolonger, pour maintenir cette structure-là dans le sol. C'est plus qu'un sens du toucher chez les plantes, c'est un sens de l'équilibre. Aucun architecte humain n'est capable de construire une structure aussi déportée. On n'est pas capable au niveau des matériaux de le faire, et ce n'est qu'un sens du toucher, de l'équilibre qui peut permettre ça. J'y reviendrai un petit peu ensuite. D'autres sens, il manque l'ouïe. Les plantes ne sont pas forcément mélomanes. Je sais que vous êtes, pour revenir sur les plantes d'appartement, peut-être que parmi vous, vous leur mettez de la musique. Vous dites que ça leur fait du bien. Ça a été prouvé à New York. On avait fait des expérimentations dans les bureaux, à insulter les plantes ou à leur parler gentiment. Semblerait-il que ça marchait. Ça, c'était dans les années 70-80. Mais des études un petit peu plus poussées ont été menées. Et je citerai celle de Monica Galliano. C'est ça, Galliano, je ne vais pas me tromper dans le nom, qui est italienne et qui s'est intéressée au son perçu par les plantes, mais pas à la musique, pas à la parole, à quelque chose de plus, je dirais, elle s'est replacée à la place vraiment d'une plante. Et qu'est-ce que percevrait normalement une plante comme son? Eh bien, ce sont les bruits, et principalement les bruits de l'eau. Elle a enregistré le bruit que fait l'eau quand elle se déplace dans une nappe phréatique ou dans une rivière à proximité. Elle a diffusé ce bruit-là à proximité des racines des plantes et de petits pots. Elle a utilisé l'arabette, on verra cette plante-là tout à l'heure, qui est une plante largement utilisée par les scientifiques. Et elle s'est rendue compte que les racines des jeunes plantes étaient sensibles à ces vibrations, alors que le pot était avait de l'eau partout à l'intérieur. Eh bien, la plante emmenait quand même ses racines du côté des vibrations de l'eau. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas forcément besoin d'aller par là, mais elle était attirée par ce son. Donc elles perçoivent ces vibrations-là. Alors on sait ça par les racines, et peut-être que bientôt on découvrira que les feuilles, les troncs, ressentent des vibrations. Ça peut paraître relativement loin, et c'est peut-être pas comme le goût, quelque chose qui nous parle à nous. Elles ont peut-être leur propre musique, qu'on n'apprécierait peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, elles sont sensibles à cette forme de bruit. Ça, c'est les sens qu'on connaît nous. C'est les sens qu'on utilise au quotidien. Mais
le plus étrange, c'est qu'il y en a d'autres encore pour les plantes. On a des sens communs, mais des sens peu évidents. Récemment, 2019, j'ai son nom, mais je n'ai pas son prénom, excusez-moi, Bruno Moulia, qui est directeur de recherche au CNRS, s'est amusé à soumettre une plante à l'inclinaison. Je vous ai parlé de la gravité et du fait que les plantes poussaient toujours droit pour aller chercher la lumière. Ça, le fait que la plante se redresse, c'est Charles Darwin qui l'a trouvé en premier. Et il avait filé bébé, excusez-moi, il avait transmis l'information à son fils, Francis, pour qu'il poursuive ses recherches et se demandait pourquoi les plantes étaient capables de bouger, de se déplacer, de se tordre pour aller chercher la lumière. C'était une des principales idées de Darwin de se dire que c'est une preuve d'intelligence de la part des plantes d'être capables de s'adapter à leur environnement et de croître. Lorsque cet arabette, on le voit relativement mal, le pot est là ce sont les feuilles qui sont un peu emmaillotées pour garder un petit peu les feuilles en place, et la tige florale de l'arabette se redresse parce qu'elle est inclinée. Bon, ça c'est la gravité, c'est quelque chose d'assez simple. Regardez, je suis en train de vivre la gravité aussi, voilà, je me casse la figure. Les plantes le font sans cesse, elles pour s'équilibrer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour tenir debout, elles jouent avec. Mais M. Moulia a fait une autre expérience. Il a pris la même arabette et il s'est amusé à la faire tourner dans toutes les directions possibles, sans cesse. Résultat, cette plante n'avait plus aucune notion de la gravité. Elle ne pouvait plus savoir où était le haut et le bas. Et à la fin de l'expérience, la plante a poussé droit. Et là, on arrive sur un sens qui est assez intéressant, c'est la compréhension de son corps. La capacité des plantes, tout comme nous, à savoir où se situe leur corps. Ça, c'est un sens qu'on attribuait uniquement aux animaux jusqu'à il y a encore 3 ans. Pourtant, chaque plante, et même en apesanteur, on a commencé justement à faire les mêmes tests là, qui sont sans gravité, les plantes sont tout à fait capables de ressentir leur corps et de pousser droit, même en apesanteur, alors qu'elles n'ont plus la gravité comme référence. C'est quand même fort. Est-ce qu'il y a une conscience là-dedans? À vous de juger, je suis très mal placé pour le dire. Donc, l'idée là, c'est de se rendre compte que la plante en tant que telle a des sens et perçoit des choses. Là, on a vu plutôt la plante en tant qu'individu. Je vais terminer un peu ce chapitre-là sur la plante et le reste du monde. La plante et les autres plantes. J'ai évoqué tout à l'heure les phéromones et les parfums pour que vous expliquiez que les plantes communiquaient entre elles. Mais on est tous d'accord pour dire qu'elles communiquent entre elles par bien d'autres moyens. Elles communiquent entre elles par les racines. Là, on le voit, plusieurs arbres et une sorte de masse racinaire informe qui fusionne. Alors, ce sont tous les mêmes arbres, des hêtres, Fagus sylvatica, et chacune de ces racines-là a fusionné. Alors, j'ai pris cette photo, mais j'aurais pu en prendre une autre, plus énigmatique. J'ai choisi plutôt celle-ci pour faire simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes plantes d'une même espèce mettent en commun leur système racinaire. Ça leur sert évidemment à échanger des nutriments, des informations, mais ça leur sert aussi à entretenir des relations avec leurs descendants, leurs aïeux. Il a été prouvé que, par exemple, les enfants d'un de ces êtres-là seraient plus en relation avec les racines de la plante mère qu'avec les autres plantes. La plante mère va faire fusionner ses racines avec ses descendants génétiques plus qu'avec les autres, et créer ainsi une famille. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand cette jeune pousse va grandir et devenir peut-être un jour aussi grande que sa parente, et que la parente, va mourir, la souche qui va rester au sol va continuer de cicatriser, alors qu'elle n'a plus aucune substance, il n'a plus aucune photosynthèse qui la nourrit. Eh bien, c'est ce phénomène d'anastomose chez les plantes qui va permettre de faire cicatriser les souches, éviter qu'un parasite racinaire ou un parasite aérien vienne contaminer une souche morte, et donc, par là même, contaminer toute la population, puisque toute la population est liée. Donc, en plus de cette idée de conscience de son corps, elle a aussi conscience du corps des autres, et encore mieux que ça, elle a conscience
de son lien de parenté avec les autres. Ça fait quand même beaucoup de choses qui nous ressemblent, je trouve. On va sortir de votre appartement, on va continuer sur l'idée de la forêt, parce que pour continuer sur l'idée des racines, j'ai besoin de m'éloigner un petit peu et d'aller chercher chez un chêne, Quercus robur. Un chêne qui peut ne pas être très loin d'ici dans la forêt. Il est jeune, hein, celui-ci, il a à peine 5 ans. Mais là où je veux en venir, pour continuer sur les racines, c'est que pour vous vous rendiez compte que ce jeune chêne de 5 ans, qu'on voit là, a déjà tout ce système racinaire là. Quand on regarde la forêt, on se dit, nous, terriens, on se dit, nous, hommes de la terre. Pourtant, une plante est bien plus terrienne que nous. Elle a plus de la moitié de sa surface de contact, même 60% pour être précis, elle a 60% de son corps est en contact avec le sol, 40% seulement avec l'air. Quand on va en forêt de Marly ou de Saint-Germain-en-Laye, on ne voit que 40% de la forêt. C'est un tout petit part du monde qui nous apparaît. Donc tout ce système racinaire-là, c'est une forme de vie. Il se cache à nous et il nous dit bien des choses. J'ai commencé à l'évoquer avec l'anastomose, mais je pourrais le développer encore avec d'autres formes de vie, mais avant, il faut que je vous parle de la manipulation. Encore quelque chose qui nous caractérise. C'est nous les stratèges, les grands manipulateurs. Ouais, mais on n'a pas inventé grand-chose en fait. C'est la saison des fraises, j'ai mangé ce week-end des gariguettes, c'était très pas mal, c'était bon. Quel intérêt a la plante de fabriquer des fruits aussi bons? Aucun, si ce n'est de nous appâter nous et d'assurer sa dépendance. Quel intérêt a la plante de fabriquer du nectar? Aucun, si ce n'est attirer les insectes pour la pollinisation. Elle est capable de choisir, du moins l'évolution en tout cas, a permis aux plantes de choisir des substances uniquement séductrices. Elle manipule beaucoup de formes de vie. On en tire nous aussi parti, hein. C'est bon les gariguettes. Donc, c'est un bon échange, je dirais. Et en termes d'échange, eh bien, il y a d'autres championnes. Et c'est pour ça que je me suis arrêté sur le sol. En termes d'échange, il y a un paquet d'échanges qui se passent sous le sol. On a vu qu'au niveau aérien, pas de problème, je suis capable d'échanger des informations avec les gaz, avec les phéromones. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, 60% du volume se passe sous terre. Alors 60% des communications aussi. Et de manière beaucoup plus élaborée. Avec d'autres règnes avec lesquels nous sommes incapables de communiquer. On vient de le voir là, le système racinaire est assez complexe. Quelques plantes ont même généré des stratégies pour que, le long de ces racines-là, alors pas les fagacées comme les chênes, mais les fabacées comme le robinier, vont, sur leurs racines, créer des nodosités, des petites boules qui vont être capables d'abriter des populations de bactéries. Et pourquoi abriter des bactéries qui, à la base, d'ailleurs, étaient relativement parasitaires, qui venaient absorber le sucre fabriqué par les plantes? Eh bien, elles abritent des bactéries spécifiques qui sont capables de transformer l'azote de l'air atmosphérique du sol en nitrate. Bon troc, je prends ton nitrate, je te donne du sucre. Et je te donne l'habitat avec. Alors là, il n'y a que la plante qui a des nodosités qui en profite. D'accord? Mais c'est une communication avec le monde extérieur, c'est un échange avec un autre règne. Mais il y a des modes d'échange qui permettent aux plantes d'en profiter elles, mais d'en faire profiter tout le monde. Et là, le règne en question, ce sont les champignons. Alors je vais juste faire un petit aparté pour qu'on soit tous d'accord. Ce qu'on cueille, nous, en forêt, ou ce qu'on évite de cueillir quand ce sont des amanites, ce ne sont que des toutes petites parties des champignons. D'accord? C'est même la partie uniquement de reproduction d'un champignon. Le vrai corps d'un champignon se situe là, ce sont des filaments qu'on appelle le mycélium. On a remarqué, par exemple au Brésil, que certains champignons, un individu, un seul champignon, pouvait recouvrir une surface de 4 hectares. Donc imaginez la taille de ce champignon, qu'on ne voit pas, qui est un simple filament blanc. Quand vous retirez une écorce dans la forêt sur un bois mort, vous le voyez, ce filament blanc. C'est ce mycélium-là, qui parcourt tout le sol. Et ce mycélium, au départ, était parasitaire
lui aussi, vous voyez, je reviens au mutualisme, à ces relations-là, était parasitaire et venait dans la plante pour lui prendre son sucre. La plante et le champignon ont trouvé un accord et ont même fait fusionner leurs tissus. À tel point que le champignon là, va capter jusqu'à 40% du sucre fabriqué par chaque plante. Vous dites 40%, c'est quand même beaucoup. En échange, il va multiplier par 1000 la surface d'exploration de la plante. Quand on voit ce petit chêne-là, je vous ai dit que 60% de son corps était sous terre, eh bien ces 60%, vous pouvez donc les multiplier par 1000. Parce que le champignon va pour elle chercher l'eau et les nutriments. Donc ce monde de terrien qu'on s'approprie, en fait, il ne nous appartient pas du tout. Le sol ne nous appartient pas. Il appartient à toutes ces formes de vie. Et là, on ne parle pas que des plantes, je parle aussi donc des champignons et des bactéries. En plus de créer une alliance entre elles, le champignon est capable de créer des alliances entre les végétaux, des liens. Et je vais prendre un exemple simple, simplement l'exemple de l'eau. Cette plante-là, mettons que ce soit un érable, je lui trouve bien une tête d'érable, puise l'eau dans le sol, à peu près 600 litres d'eau par jour. Oui, ça fait pas mal. Il les trouve, vous en faites pas. Mais s'il ne les trouve pas, en tout cas si une de ses racines ne trouve pas d'eau suffisamment, elle émet un signal électrique. Faible, excessivement faible. Ce signal électrique reste au niveau de la racine, ne va pas chercher très loin. Mais si l'ensemble des racines de cet érable-là émettent de façon majoritaire le même signal électrique, ce signal électrique va parcourir toute la plante et informer les feuilles d'arrêter de transpirer. Je l'ai dit tout à l'heure, pour faire monter la sève, il faut que les feuilles transpirent. Si la feuille arrête de transpirer, il n'y a plus de besoin en eau chez la plante, la sève ne circule plus. Tout va mieux pour la plante, elle se repose. Donc là, on a une information dans la plante. Et je suis en train de vous raconter que les champignons transfèrent l'information. Ce signal électrique est transmissible de plante à plante. Et là, je ne vais plus parler en tant qu'individu, mais en tant que population. Plaçons-nous dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Un arbre émet un signal électrique disant qu'il n'a plus assez d'eau accessible. À l'échelle de la forêt ne réagira pas. Mais encore une fois, il y a le principe de signal majoritaire. Et lorsque ce signal majoritaire est atteint dans la population, les arbres ne souffrant pas de manque d'eau passent eux aussi en stade de repos, avant même de manquer d'eau. On a des réponses de population. Et ce réseau, certains le savent déjà, mais c'est assez drôle, on l'a appelé le Wood Wide Web. WWW, parce que c'est un réseau de connexion. Ethernet, certes, câblé, certes, mais tout à fait efficace et utilisant des signaux électriques, tout comme on le fait, nous, pour notre Internet. Donc on n'a pas inventé la manipulation, on n'a même pas inventé Internet. Je ne vous parle que de l'eau, mais on pourrait aussi dire que ces signaux-là émettent d'autres informations. On n'en est qu'au début des découvertes. Donc on voit la notion de relation, d'espèce, de population entre les plantes. Ça fait quand même un paquet de... Excusez-moi, je vais mettre ça là, ça sera plus simple. Un paquet de données différentes à assimiler. Je suis désolé, je suis assez loquace par rapport à ça. Vous avez senti que j'y tiens pas mal à cette notion-là. Mais si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Là où je voudrais, moi, en revenir, c'est... excusez-moi, ça me prend un tout petit peu de temps. C'est à ça. C'est à ce schéma-là. Non, pas celui-là. Celui-ci. Je vous dis tout à l'heure que à cet endroit-là de danger pour les végétaux, ce sont les hommes de culture, les écrivains, les artistes, les philosophes qui se sont mis à penser à de nouvelles formes de relations avec le monde extérieur, de relations à la nature, et que ça avait engendré des recherches scientifiques. Je vous ai dit aussi que ces dernières centaines d'années, et ces même dernières 50 années, on était dans la même situation vis-à-vis de la biodiversité, qu'on avait ce risque-là, parce que là, ce qu'on montre là, ce que je n'ai pas dit sur la courbe, c'est que l'élargissement de la courbe correspondait aussi à la quantité de diversité végétale. On voit qu'il y a un amenuisement. On est dans une période charnière
intellectuellement, culturellement, scientifiquement, et pas sur tous les points, j'y reviendrai. Et on est sur une charnière sur la connaissance des choses. Et je trouve aussi, pour continuer donc mon diaporama, qu'on a une période charnière sur la créativité. Et quand je parle de créativité, je pourrais souligner pas mal de créativités différentes. L'art. J'utilise pas mal l'art, vos étudiants pourraient m'en parler, vous en parler, j'utilise pas mal l'art dans mes cours parce qu'on a des artistes qui vont être capables de nous sensibiliser, d'avoir d'autres perceptions de la nature. Là, j'utilise une œuvre d'art de Giuseppe Pennone qui a travaillé il a travaillé sur des cèdres, évidemment, mais il a travaillé ici sur un chêne. Et juste pour expliquer rapidement, ce qu'on voit à l'intérieur de cette porte dans le tronc, c'est le même arbre avec 30 ans de moins. Il a été chercher dans les cernes de croissance la forme de l'arbre quand il avait 30 ans de moins. Et donc il a été chercher dans l'arbre l'idée de la mémoire. Nous, on a une tête avec un cerveau qui retient tout. La plante a une forme et elle maintient sa forme, l'histoire de sa forme en elle. Qui nous dit que dans cette forme-là, elle n'a pas une forme, elle a une sorte de mémoire aussi. Cet artiste a beaucoup interrogé notre relation aux plantes et notre capacité à interagir avec elles. C'est quelqu'un qui m'a, en tout cas moi, à l'âge d'une vingtaine d'années, beaucoup touché. Et il sévit toujours, si vous avez l'occasion de voir des expositions, il n'y avait pas longtemps à l'EBNF, c'est très bien. Un autre artiste que j'ai la chance de connaître, c'est Johnny Le Bigot, qui lui va plutôt travailler, non pas sur uniquement le végétal et notre rapport au végétal, mais plutôt sur les différents règnes, et mettre en relation les différents règnes. Utiliser la capacité d'un règne à prendre la forme d'un autre. Pourquoi est-ce qu'une plante séchée ne pourrait pas prendre la forme d'un insecte, combiné à d'autres formes? En quoi le minéral n'a pas quelque chose de végétal? En quoi voilà, la combinaison de tout, quel est le lien dans les différents règnes? Il a d'autres façons de penser, mais moi, c'est ce que j'y vois, en tout cas, et c'est ce que je vais puiser chez lui quand j'essaye de trouver de l'inspiration ou d'autres formes de pensée. Et nos étudiants ont la chance de pouvoir travailler avec lui, je trouve ça vraiment fantastique. Une autre artiste un petit peu différente qui ne travaille pas avec le végétal, qui travaille avec une substance qu'on connaît très bien, le carton, et qui est assez symbolique d'ailleurs de notre société. On se fait livrer sans cesse des bouts de carton, avec un A marqué dessus, là. Et bien ce carton est tout à fait symptomatique de notre société. Et elle représente la nature avec ses bouts de carton. Et une nature folle, une nature qui me fait penser moi aussi aux artistes de la Renaissance, quelque chose d'assez exubérant, d'assez fort pour nous rappeler que la puissance même, la magnificence, voilà c'est le mot que je cherchais, elle est dans la nature sauvage et pas dans le carton. Ça c'est pour parler des artistes, mais pour cette conférence je me suis aussi intéressé aux philosophes. Alors, mes étudiants m'ont dit que ce n'était pas très parlant ça, les champignons dans le fond. Ce ne sont pas que des champignons, ce sont aussi des rhizomes. Et cette conférence m'a permis de lire du Deleuze, je ne connaissais pas, et de découvrir que la pensée de Guattari et Deleuze, deux philosophes qu'on s'est vus quand même récemment, ils ont développé le principe du rhizome, le principe de la pensée en forme de rhizome. Jusque-là, la philosophie, c'était un fil qui s'allongeait. La pensée était linéaire. Et se sont mis à dire, est-ce qu'un concept pourrait plutôt avoir la forme d'un rhizome comme celui d'un iris ou d'une pousse de gingembre? Est-ce que quand un rhizome de gingembre pousse, une partie va pousser plus qu'une autre et bousculer tout le reste? Eh bien, l'idée de Guattari et de Deleuze, c'était de dire qu'une pensée, un concept, au milieu, perdu au niveau des autres concepts, pouvait bouleverser l'ensemble, et donc ne plus être linéaire. Ça, c'est des philosophies relativement contemporaines. Je ne l'ai pas encore reçu, ce livre, mais j'ai entendu une très bonne interview de France Inter, d'Emmanuel Coccia, qui est professeur au Collège de France, qui a beaucoup interrogé notre relation à la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature pour nous? J'aurais pu faire une conférence entière là-dessus, mais il est meilleur que moi sur ce sujet. Intéressant, lisez-le. Moi, en tant que paysagiste, je me suis intéressé aussi au multinaturalisme de Catherine Larère, qui se pose la question de ce que c'est que notre vision de la nature et notre rapport à ces différentes visions de la nature. C'est en lien, les deux sont en lien évidemment, mais ce sont des façons de penser
où là, la pensée n'est plus une pensée humaine. Je pense que c'était mon intention ce soir, c'était de que vous vous rendiez compte que être homme, on n'est vraiment pas à la bonne place pour comprendre les plantes. Il nous faudrait voir, sentir, goûter, toucher, comme les plantes le font, pour vraiment percevoir ce qu'elles perçoivent de la nature. Et c'est ce que ces philosophes essayent de faire, c'est ce que les scientifiques font lorsqu'ils se posent la question de la conscience du corps. Comment percevoir le monde à leur place et inventer une nouvelle science, inventer une nouvelle philosophie, inventer un nouvel art. Un nouvel art, oui, je vais y arriver. Excusez-moi, mais comme je suis jardinier, je me suis aussi inspiré de paysagistes. Je m'inspire de Piet Oudolf, scandinave, qui a vraiment été la naissance des jardins au naturel, on appelle ça en France, a utilisé les plantes pour leur esthétique, créer de beaux paysages, mais aussi pour leur capacité à communiquer entre elles, s'entraider, être des plantes locales et utiliser la localité comme un moyen de garder un paysage stable dans le temps. Un autre paysagiste que je ne peux pas ne pas citer, Gilles Clément. Le jardin planétaire, les loges de la friche, l'école buissonnière, le jardin en mouvement, des concepts qui sont nés pas loin d'ici, à Versailles encore une fois, et qui nous font dire qu'en fait, être jardinier, c'est être au centre de la vie avant même de commencer à dessiner un jardin. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, a bouleversé ma façon de penser le jardin. Donc ça fait beaucoup de monde, de la philosophie, des artistes, des jardiniers, qui pensent le paysage, qui pensent la nature et qui tentent, à leur manière, d'avoir une relation au monde différente, de créer différemment. Et j'imagine que vous voyez là où je veux en venir. Et vous, dans vos métiers, dans vos professions, vous êtes focalisé sur votre façon de percevoir le monde, entièrement humaine, par la vue quand on est designer, par la pensée politique lorsqu'on va générer des concepts ou mettre en place des actions, par, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, dans l'ingénierie, on va être calculateur, organiser des choses bien qui sont pensées à notre ergonomie. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver par une pensée plus mutualiste? Et là, je reprends ce grand graphique avec l'endobiose. Plutôt que d'être en conflit avec les plantes, être plus mutualiste avec elles, arriver à un équilibre, non pas écologique, parce que ça viendra forcément, mais plutôt philosophique, artistique, créatif, professionnellement, dans chacun de nos métiers, faire nos métiers plus en équilibre avec celles qui nous entourent et qui sont là depuis plus longtemps et plus nombreuses que nous, et dont on dépend. Alors, comment vous le sentez-vous? Voilà, c'est comme ça que je pourrais terminer. Merci. On va faire tourner un micro, si vous le voulez. Comme ça, je vous verrai un petit peu mieux en même temps. Parce que là, je suis un peu ébloui, j'ai vu des silhouettes un petit peu de loin. Je vais reprendre mes notes. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques aussi, hein? Peut-être que je n'ai pas abordé certaines choses, et peut-être même que je me suis trompé, donc n'hésitez pas. Bonsoir et merci. Moi, j'avais une question parce que vous disiez que ça coûte beaucoup d'énergie aux plantes de se pencher notamment, mais quand vous parlez d'énergie, c'est quoi? Enfin, c'est sous quelle forme? Déjà, c'est sous la forme de construction. Je l'ai un peu évoqué, je vais revenir là-dessus alors, dans ce cas-là, pour bien comprendre. Voilà. Je vais reprendre Francis Allais pour dire ça. Je vais prendre une anecdote. Francis Allais va voir des architectes et leur dit pas du tout le projet architectural qu'il a en tête. Il leur explique, voilà, je voudrais une structure, un monument qui fasse 40 mètres de haut. Moi, je sais que ça je sais faire, un monument qui fait 40 mètres de haut. Je voudrais un monument qui a à peu près 50 mètres d'envergure. Oui, ça aussi, je sais faire. Oui, mais je voudrais que ces 40 mètres et 50 mètres d'envergure soient tenus sur un socle d'à peine 80 cm de diamètre.
et dont les premières structures porteuses soient à peu près à 10 mètres de haut. Et que la masse totale, il leur donne une masse totale générale. Et plus il avance, plus l'architecte lui dit stop, 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 je ne peux pas faire ça. On ne sait pas faire. Quand je dis que ça coûte en énergie, c'est que chacune des fibres de la plante est tendue comme un élastique. Donc ça crée des tensions. Là, on est chez un conifère, donc on est plutôt, et là les élagueurs pourraient me corriger, sur un bois de compression. Sans cesse, ce bois est comprimé, et grâce à la compression, il va aider la branche à tenir debout, à se redresser, à tenir face à la gravité. D'accord. C'est fait, c'est fait. La petite chose, c'est que les plantes poussent chaque année, s'élargissent chaque année. Les élastiques qui étaient en périphérie et ce bois de compression qui tenait la branche droite vieillit, durcit, perd ses capacités de compression, en partie. Et la plante donc doit générer en permanence du nouveau bois pour s'élargir et pour comprimer ce bois-là et se tenir. C'est une consommation. Je ne l'ai pas évoqué ce soir, mais la notion de résilience, la plante est toujours en train d'équilibrer ce qu'elle va consommer et pourquoi elle va le consommer. Elle mesure, je vous dis que les racines choisissaient de prendre ou pas des nutriments. En fait, c'est plus compliqué que ça. Elles se posent la question sans cesse de savoir ce qu'elles ont disponible et ce qu'elles sont capables de faire en fonction de ce qu'elles ont disponible. Parce que ce n'est pas infini les ressources dans le sol. Elles passent leur temps à calculer. Donc le fait de tenir en équilibre, nous, ça nous coûterait beaucoup d'énergie de rester comme ça. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les plantes, à d'autres formes. Sous d'autres formes. Voilà. J'ai répondu ou pas? Ça va? Okay. Bonsoir et merci également. Je rebondis justement là-dessus. La construction du bois de tension ou de compression, donc le bois de réaction, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça se fait tout le long de la vie de l'arbre, lié à l'environnement, au vent, aux choses comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à produire des branches en déport et à soutenir ces branches en déport. Sinon, ils ne les feraient pas en fait. Clairement, ils ne produiraient pas des branches qu'ils ne pourraient pas supporter. Donc l'explication était tout à fait juste. Moi, j'ai juste une question concernant une notion que vous avez abordée, sur l'anastomose. Oui. Moi, je connaissais ça au niveau des branches. Je savais que les racines étaient soudées, mais je ne savais pas qu'on appelait aussi ça une anastomose. Alors, est-ce qu'il y a une différence morphologique entre les racines soudées et les branches soudées, ou est-ce que c'est exactement le même principe? Alors, sur le principe même, physiologiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une fusion des tissus. Tu parles de la greffe par approche dans les arbres, où on a ce phénomène-là de deux branches. Souvent, c'est une branche qui va venir au contact d'un autre tronc. Le tronc va s'élargir, comme je l'évoquais tout à l'heure, la branche aussi, et les tissus vont finir par fusionner. Au niveau aérien, on n'est pas encore capable de dire s'il y a un échange, je dirais, au niveau des sèves, et cet échange est profitable. Mais au niveau racinaire, il a été prouvé qu'effectivement, on avait cette notion d'hérédité et d'échange vraiment important. Il a été évoqué pendant un temps, pour en avoir discuté avec des vieux élagueurs, comme quoi les greffes par approche, chez les arbres, les branches qui se soudaient entre elles, aidaient la plante à mieux se tenir, comme si c'était un haubans naturel. Mais de là à dire que c'est intelligent, créé volontairement, là, c'est encore autre chose. Par contre, au niveau des racines, il y a une vraie volonté de rentrer en contact avec les plantes issues génétiquement de la même plante, enfin les plantes descendantes. Il a été constaté qu'une plante avait vraiment sélectionné la plante avec laquelle elle allait rentrer en anastomose. Quand j'ai parlé des souches tout à l'heure qui continuaient de cicatriser, de se refermer, je l'ai vu à l'Arboretum national des Barres il y a 20 ans de ça, où c'était étrange parce que la forêt avait été dépressée, un arbre sur deux avait été enlevé, et tous les arbres qui avaient été enlevés, quand on regardait, la souche cicatrisait, quoi. Il y avait vraiment une entraide. Les arbres prenaient en soin des morts, de toute la population, en fait. Elles ne faisaient pas la différence entre un arbre mort et un arbre vivant, en fait. Et là, c'est vraiment l'anastomose racinaire qui permet ça. Oui, alors pour l'instant, c'est ce qu'on a constaté. En fait, pour être précis scientifiquement, c'est le même genre. Et la même espèce, oui, la même espèce. On n'a pas encore constaté des fusions entre genres différents, un chêne et un hêtre, non.
pas encore. Mais on n'est pas à l'abri d'eux. Et je dirais que ce qui va compter plus, et je pense que c'est ce qu'ont développé les racines, c'est ce genre de fusions-là, qui ne sont pas des fusions qui vont permettre la transmission d'informations et d'éléments au-delà de la génétique. Passer au-delà de la génétique, ça a été une solution, je pense, qui a permis aux plantes de survivre jusqu'à nos jours. Voilà. Parce que l'anastomose, elle est vraiment liée à la génétique. Voilà. Au système immunitaire, hein. On a un système immunitaire, elles sont très proches d'une autre. Hein. Oui, je vous écoute. Si vous pouviez nous remettre votre... Merci. Le schéma avec les courbes, la courbe de la population, oui, et la courbe... Voilà, merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la courbe verte s'amincit aussi fortement? C'est en fait, c'est une volonté des scientifiques, c'était pas les élargissements, etc. n'étaient pas forcément, ils sont voulus, mais pas représentatifs d'un point de vue graphique. C'était en fait la biodiversité. C'était montrer à quel point en fait on avait une biodiversité relativement constante, mais que le risque de nos jours, c'était une façon pour eux d'alarmer les gens, pour montrer que oui, on était actuellement dans une période de croissance, on retrouve autant de plantes qu'il y a plus de 1000 ans. Donc ça, c'est un côté relativement positif. Bon, on en est par rapport, vous voyez qu'on est à ce niveau-là, hein. Il nous reste encore de la marge à suivre, même si on n'a peut-être pas envie de vivre dans 80% de forêt. Soyons bien d'accord, il faut qu'on trouve un juste milieu. Mais montrer que le risque, il n'est pas non plus sur la quantité de biomasse, mais sur la diversité de biomasse. Et ça, c'était une façon pour les scientifiques de montrer à quel point ça diminuait. Mais ce n'est pas chiffré pour le coup. Autant là, et ce n'est pas un graphique qui est très, je dirais, précis au niveau des chiffres, mais plutôt au niveau de symboliquement, en tout cas, je l'ai utilisé pour ça. Voilà. Mais c'était plus pour alarmer cette... Je vous l'ai dit, ça ne vous a peut-être pas paru énormément, 571, mais en termes d'espèces, c'est beaucoup, parce que 570 espèces, ça veut dire aussi des milliers derrière de variétés qui disparaissent. En fait, c'est bien plus de végétaux que ça, quoi. Quand je dis espèces, ça voudrait dire que, par exemple, tous les chênes rouges d'Amérique disparaissent, tous les chênes pédonculés disparaissent. Alors, il faudrait peut-être que je prenne plus le châtaignier, là, actuellement. On est bien placé là pour se rendre compte que les châtaigniers sont tous abattus. Et ce n'est pas parce qu'on en a besoin, hein. D'accord, c'est parce qu'ils sont largement attaqués. Les chênes aussi commencent un petit peu à disparaître, un peu moins, et les hêtres un petit peu plus que entre deux, je dirais. On est en train de perdre une biodiversité assez forte. Voilà. Mais on nous a tous parlé de la perte de biodiversité par rapport aux oiseaux. Moi, ça m'a marqué petit. Voilà, on ne m'a pas parlé des plantes. Petit, on me parlait, plus tard, il y aura moins de diversité d'oiseaux que ça. Et c'est vrai, je le vois. On a 2 fois moins de biodiversité en ville que ce que j'y avais quand il y a à peine 30 ans. Mais les plantes, c'était pire que ça et on ne me l'avait jamais dit. Voilà. D'autres questions, à moins que vous vouliez compléter ou voilà. Bonsoir et merci pour cette conférence très intéressante. J'avais une question sur l'anastomose au niveau des branches. Je n'ai pas la définition complète en tête de l'anastomose, mais je pensais c'est peut-être plus une symbiose entre le gui et certains arbres dont il me semble que récemment on a compris que c'était mutuellement bénéfique et que ce n'était pas uniquement un parasite. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'anastomose ou il faut forcément un tronc avec des racines pour qu'on parle d'anastomose? Je vais être très honnête, je ne sais pas. Moi, de ce que j'en ai retenu de l'anastomose, c'était effectivement la capacité d'une plante, attention, à créer des liens dans sa même espèce ou surtout pour un même individu. En aérien, c'était au sein du même individu. Hein. J'ai jamais rencontré de gens qui me disaient avoir vu des greffes par approche, donc des anastomoses aériennes, entre des individus différents. C'est le même tilleul qui va faire fusionner ses branches, ou les branches et le tronc. Ce n'est pas les branches de 2 tilleuls qui vont fusionner entre elles. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Mais la relation du gui avec une autre plante, je n'appellerais pas ça anastomose. Une relation parasitaire qui certainement a d'autres vertus que le parasite. On l'a vu, j'ai essayé d'évoquer un petit peu. Hein. Ça a été un peu mon fil de dire que c'est peut-être pas que du parasitisme. Et c'est pour ça que, par exemple, les Allemands, depuis 20 ans, ne traitent plus le gui dans les arbres. Partent du principe que le gui se développe trop dans une plante, c'est que la plante était déjà souffrante, avait déjà trop de stress, peut-être sénescente, et que si le gui prend le dessus,
Après tout, c'est pour accélérer un phénomène qui avait déjà commencé. Bien souvent, enfin, ça, je l'ai un peu tout évoqué au démarrage, et Clara l'évoquait, c'est ce qui m'a révolté étant jeune élagueur, de voir les gens qui voulaient absolument tailler les arbres, qui avaient peur d'eux. Et peur parce que ils peuvent tomber malades, ils sont fragiles, il y a trop de lierre dedans, c'est de la mythologie, ça. Oui, le gui est parasite, mais il est juste là pour nous montrer que la plante a un stress. Si la plante est en bonne santé, elle est capable de le cloisonner, de le maintenir. D'accord ? Les druides, voilà, vous avez juste leur petit boulot. Ne cueillez pas de branches de gui si ce n'est pas pour vous embrasser en dessous, ça ne servira à rien à la plante. Hein. Ça ne sert qu'à ça. Hein. Enlever la partie aérienne, c'est comme les champignons, la racine est dans la branche déjà. Hein. Je ne sais pas, vous avez entendu parler d'une symbiose, c'est ça, d'une relation d'échange, vraiment? Alors, bon, déjà là, ma question, c'était pour essayer de clarifier ce que c'était que l'anastomose, donc merci. Mais sur le gui, ce que j'ai lu, il me semble, c'est que ça permettait d'accroître le potentiel photosynthétique de l'arbre qui abritait le gui, et que du coup, il y avait des échanges de nutriments ou de sucre, voilà, grâce à ça, surtout sur des branches où il n'y avait plus beaucoup de feuilles ou ce genre de trucs. D'accord. Ah, je me renseignerai là-dessus. Il y a un élagueur qui a beaucoup de connaissances à côté, qui en a peut-être plus que moi. Tu as des données là-dessus ou pas? Non, pas du tout. Je suis un peu surpris parce que moi, de ce que j'en savais, justement, le gui utilisait l'arbre puisqu'il n'arrivait pas à faire de photosynthèse et qu'il utilisait les fruits, enfin Le sucre. Le sucre de la photosynthèse fait par l'arbre. Utiliser l'arbre en support et les résultats de la photosynthèse. Alors, je vais vraiment pas vous challenger là-dessus. C'est un truc que j'ai aperçu et ça me permettait d'essayer de poser la question pour comprendre ce que c'était que l'anastomose. Du coup, c'est très intéressant et du coup, ça me fait réfléchir sur le fait que une fois que le gui n'a plus rien à manger, enfin, ne mange plus rien, j'ai déjà vu des acacias, notamment des robiniers secs, avec du gui complètement sec. Donc il n'arrive pas à vivre sans cette relation. C'est un parasite pur à la base. Hein. C'est un hémiparasite. Ouais. Mais à quel point, effectivement, je crois qu'on est, encore une fois, ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de dire, on est peut-être mal placé pour se rendre compte à quel point ce parasite n'est peut-être pas tant parasite que ça, puisqu'en fait, il dépend de la plante sur laquelle il pousse. Donc voilà, on n'a pas tous les sens encore. C'est très difficile d'être élagueur ou jardinier parce qu'on tâtonne avec les plantes. On a beau se juger professionnel, on en découvre sans cesse. Et je le disais, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises, quoi. Merci. Je sais qu'il y a des espèces qui préfèrent vivre un peu seules dans leur coin. Enfin, il y a des espèces qui préfèrent vivre entre elles, c'est-à-dire plusieurs pieds toutes proches les unes des autres, et des espèces qui n'aiment pas vivre avec leurs... D'autres congénères. Ouais, d'autres congénères, c'est ça. Est-ce que vous sauriez expliquer ça ou pas? Alors, au niveau de la réflexion de la plante elle-même, je suis incapable. Par contre, au niveau de comment ça se passe, oui, on est bien placé, vous êtes bien placé en tant que jardinier pour le savoir. Il y a des espèces qui vont, on appelle ça des espèces allélopathiques, des formes de plantes qui vont avoir tendance à faire le ménage autour d'elles. C'est vrai que j'aurais pu en parler. Là, elles sont toutes en train de s'entraider, mais il y a des espèces qui, au niveau de leurs racines, vont venir complètement bloquer la germination de toutes les autres, vont même empêcher la croissance des autres, vont fragiliser les autres plantes, de par la sécrétion de phéromones, de tanins au niveau des racines. En fait, leur volonté, c'est de se retrouver toutes seules, des grandes conquérantes. Et nous, en tant que jardiniers, on appelle ça des invasives. La renouée du Japon, par exemple, une bonne championne. On en avait quelques-unes des championnes, hein. Pour les jardiniers amateurs, le mouron, l'armoise, sont des plantes qui vont absolument limiter la croissance des autres plantes autour d'elles. Et ça, d'ailleurs, certains jardiniers, je parlais de Gilles Clément tout à l'heure, utilisent ces plantes-là traditionnelles de nos contrées, pas la renouée du Japon, qui est, elle, une Christophe Colomb de la plante, vont utiliser la simple armoise pour éviter d'avoir à désherber, puisqu'autour d'elle, rien ne pousse. Donc on commence à se mettre à la place des plantes pour utiliser ces facultés-là. Après, est-ce que expliquer qu'une plante veut se retrouver toute seule, ça montre une volonté, c'est bien, c'est que tu leur appliques une intelligence, du moins une pensée. Je dirais plus que c'est lié à un déséquilibre.
C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la Renault du Japon ou de l'Élante, qui font vraiment le ménage autour d'elles, ce sont des plantes que nous avons exportées, du moins importées ici. Et elles ne trouvent pas dans leur écosystème un équilibre avec d'autres formes de vie. Et leur seule réponse, c'est ça. C'est je sais me débrouiller toute seule. Et en se débrouillant toute seule, elle éradique tout le monde autour d'elle. Donc est-ce que c'était sa question, ou toute ta question, c'est plutôt des plantes qui sont locales et poussent spontanément toutes seules? Parce que c'était pas ça ma question, c'est pas les plantes qui inhibent les autres plantes. C'était, il y a des plantes qui, là par exemple, une plante vit avec une autre plante, un autre pied de la même espèce. Il y a des plantes qui vivent au sein d'un peuplement d'arbres, mais les pieds de la même espèce sont éparses dans le peuplement d'arbres et pas nécessairement les uns à côté des autres. Oui. Et justement, on peut bien remarquer que on pourrait croire qu'il y a une volonté de s'éparpiller et qu'ils ne soient pas les uns à côté des autres. Oui, ça je dirais que c'est dans la... J'ai pas l'explication à te donner, je dirais plus que c'est dans la diversité du vivant. C'est-à-dire que nous, on expérimente sans cesse avec nos sciences. Je crois que le vivant avait commencé bien avant nous à expérimenter un tas de choses différentes. Et autant, je vous ai parlé ce soir, peut-être pour vous séduire, peut-être pour influer sur, même certainement, pour influer sur votre façon de percevoir les plantes, autant on a aussi des diverses modes de comportement. Et peut-être que ces plantes qui sont assez, comme tu pourrais le dire, parsemées, individualistes, plus que communautaires, ont leur rôle à jouer dans ce caractère un peu individuel. Elles cherchent de nouvelles façons de fonctionner, plus d'autonomie. C'est même pas leur prêter une intelligence. Quand je dis ça, je pense plus au fait de diversifier les stratégies de développement. Olivier, on a une dernière question ici. Oui. Bonjour. Moi, j'aurais une question, c'est plus, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt aujourd'hui à faire travailler davantage les paysagistes avec les biologistes, les botanistes, les horticulteurs et tous les secteurs végétaux réunis pour mieux comprendre le végétal, mais aussi mieux penser le paysage de demain? Moi, j'irais même plus loin que ça. Je pense qu'il faut un paysagiste dans chaque secteur de métier. Non, j'exagère, mais je suis d'accord avec toi. Ça commence, hein. D'ailleurs c'était là depuis relativement longtemps. Je suis assez fier de te dire que j'en suis un des exemples, parce que dans très peu de temps, j'arrêterai d'être professeur et je vais devenir conseiller paysagiste pour des scientifiques. Des gens qui mettent en place des expérimentations, mais qui veulent voir à quel point leurs expérimentations peuvent s'appliquer dans la vie de tous les jours, dans nos villes, dans nos actions de jardinier au quotidien. Et de plus en plus, mais ça fait longtemps que ça existe, les paysagistes interviennent avec les urbanistes, avec les architectes. Mais je me dis, les ponts entre l'architecture, le paysage et le design, je l'ai dit, l'art, la philosophie, je crois qu'en fait, c'est des ponts à créer en permanence, en fonction de qui vous êtes, de qui vous allez rencontrer, de vos affinités. Moi, je me suis tourné un peu vers l'art, là je me tourne vers la science. J'ai des amis architectes, j'essaie de les influencer à ma manière. Et suivant leur curiosité, ils prendront ou pas ce que j'ai à leur amener. En tout cas, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'effectivement, le vivant a son mot à dire dans toutes nos façons de vivre. En tout cas, c'est ce que je pense. Notre façon, évidemment, de consommer, notre façon de travailler, quel que soit notre métier. On pourrait le voir en médical. À quel point utiliser les plantes, pour les médicaments certes, mais la présence des plantes ou s'occuper d'une plante peut aider une personne à aller mieux psychologiquement, à aller mieux de manière moteur aussi. On fait grimper des autistes dans les arbres et je sais que ça les aide. Donc sur le point de vue médical, sur plein de domaines différents, on peut utiliser les plantes, je pense. Alors, c'est peut-être pas des paysagistes, mais en tout cas, c'est des gens sensibles aux plantes. Un simple jardinier, un simple architecte jardinier du dimanche, eh ben, s'il peut utiliser les plantes dans son travail, je trouve ça déjà fantastique, quoi. Merci voilà. Olivier. Merci. On va essayer d'expérimenter ces nouveaux genres de métiers et d'hybridation sur X-Campus. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Voilà, on vous rappelle au passage la prochaine conférence qui sera le 16 mai, non pas à 19h mais à 18h30,
autour de la sismologie. Merci encore, bonne soirée. Merci à vous.